Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici encore une vidéo complémentaire à la leçon 40 sur les pie-grièches. Nous avons beaucoup parlé de taxonomie et classification dans cette vidéo et nous avons fait une vidéo complémentaire pour montrer bien en détail ce qu'est la notion de clean. Nous avons par contre très peu parlé du comportement des pie-grièches et nous n'avons pas non plus parlé de l'étymologie des mots qui sont utilisés pour désigner les pie-grièches, donc les noms scientifiques, les noms français et les qualificatifs comme écorcheur par exemple. Alors pourquoi est-ce que je parlerai d'étymologie cette fois-ci? C'est parce qu'il y a manifestement en lien avec le comportement, et le comportement des pie-grièches est très intéressant à mon avis. De plus, c'est l'occasion pour moi de vous faire une petite révélation. Même si la rumeur commence à circuler sur Internet, eh bien, je vais vous affirmer ici, faire une annonce qui devrait vous intéresser. Cette annonce est en lien avec le sujet de la vidéo. Donc, j'ai intitulé cette vidéo « Écorcheur, la pie-grièche ?» Pourquoi? Eh bien, parce que écorcheur étonne souvent les gens, d'une part parce qu'ils ne comprennent pas bien pourquoi on utilise ce nom, et d'autre part pourquoi il n'est pas au féminin. Pie-grièche est un mot féminin. Et donc on a normalement un accord entre le genre et l'espèce. On a la pie-grièche brune. Et on ne dit pas la pie-grièche brun ou le pie-grièche brun. C'est bien la pie-grièche brune. Alors on me demande parfois pourquoi pas pie-grièche écorcheuse. La raison est toute simple. C'est que ce nom existe depuis longtemps. Et lorsqu'il a été donné à l'oiseau, on ne féminisait pas le mot écorcheur. C'est comme maintenant, on a tendance à féminiser des mots qu'on ne féminisait pas. On disait un auteur, une auteure, et maintenant on dit parfois une autrice. Ensuite, pourquoi est-ce que ces oiseaux s'appellent l'anius, qui veut dire boucher, puis grièche? Grièche vient de l'ancien français, qui veut dire grec, grec au féminin. Parce que les Grecs étaient réputés querelleurs, agressifs, et donc c'est encore un mot qui parle de l'agressivité, même de la violence des pie-grièches. Et puis écorcheur fait référence au fait que certains humains écorchent les animaux. Écorcher, ça veut dire retirer la peau. C'est le cas si on veut des bouchers, mais en fait il y a une époque où la viande n'était pas vendue en boucherie, mais plutôt sur des étals. On accrochait la viande sur un crochet, justement, pour l'exposer, par exemple. Et donc, il y a une référence, encore une fois, à cette histoire d'agressivité, de violence. C'est un petit peu étonnant. Mais en réalité, c'est logique, et pour une fois, ces noms sont assez appropriés. Je dis pour une fois parce que si vous étudiez l'étymologie, eh bien vous verrez que souvent, on a des noms qui sont peu significatifs par rapport à la réalité. Pour les pie-grièches, tous ces noms ont un sens. Et ils sont basés sur un comportement bien connu des pie-grièches, mais dont nous n'avons jamais parlé. Et donc je fais cette vidéo pour compléter ce manque par rapport au comportement des oiseaux de la famille des Lanidae. En effet, les pie-grièches sont des prédateurs. C'est déjà assez spécial, parce que des oiseaux prédateurs, vous en connaissez. Il y a la famille des accipitridés, avec les aigles, les éperviers, etc. Il y a la famille des falconidés, avec les faucons. La famille des strigidés, avec les chouettes et les hiboux. La famille des titonidés, avec les effraies. Et il y en a d'autres. Mais les pie-grièches sont des passereaux. Des passereaux carnivores, il n'y en a pas beaucoup. Il en existe d'autres, en Australie, en Amérique du Sud, entre autres. Mais en Europe, c'est quasiment les seuls passereaux carnivores. On pourrait parler des corvidés, les corneilles, les corbeaux. Certains sont assez bien carnivores, mais c'est plutôt des omnivores, des opportunistes, que vraiment des chasseurs, alors que les pie-grièches sont vraiment des chasseresses. Mais surtout, elles font quelque chose de particulier. Elles empalent leur proie. Enfin, elles n'empalent pas toujours leur proie, mais on voit souvent des pie-grièches empaler leur proie. Si vous regardez sur Internet, notamment sur YouTube, vous allez voir plein d'images. Je vous en mets comme ça quelques extraits, rapidement, pour que vous visualisiez bien de quoi nous parlons. Mais
l'explication de ce comportement est parfois erronée. Et comme vous suivez une formation rigoureuse, c'est important que vous sachiez pourquoi ces pygrièches font ça. Ce n'est peut-être pas l'explication qui vient au premier abord, et ça va ouvrir une réflexion qui est en lien avec l'annonce, la petite révélation que j'ai envie de vous faire. Quand vous regardez une pygrièche faire ça, vous entendez souvent des gens dire « elle attaque des proies très grosses par rapport à sa taille ». Ce n'est pas le cas de toutes les pygrièches, certains se contentent d'insectes de taille moyenne alors qu'elles-mêmes sont assez grosses, mais presque toutes les pygrièches sont capables de chasser des vertébrés, parfois d'une taille aussi grande qu'elles-mêmes, voire plus grande. Elles ne peuvent pas tout manger, et donc on dit qu'elles empalent leur proie comme garde-manger. L'explication n'est pas nécessairement fausse. Par contre, ce n'est pas la raison principale pour laquelle les pygrièches ont développé ce comportement particulier d'empaler leur proie. Les pygrièches empalent leur proie parce qu'elles sont incapables de les ouvrir, car leurs pattes de passereau ne sont pas adaptées à déchirer la chair. Alors elles tirent dessus avec leur bec. Il faut évidemment qu'il y ait la force contraire dans l'autre sens, parce que sinon elles ne vont faire que déplacer la proie et non pas la déchirer. Et donc, elles ont trouvé ce subterfuge d'empaler leur proie, et comme ça elles peuvent tirer dessus, et elles peuvent donc déchirer, ouvrir leur proie pour pouvoir la manger. Ça, c'est la véritable raison pour laquelle les pygrièches empalent leur proie. Maintenant, elles ne le font que pour des proies de taille relativement importante, bien qu'elles peuvent le faire pour des insectes. Remarquez toutefois qu'elles peuvent le faire très bien pour une proie dont elles sont capables de tout manger, ou une proie qu'elles vont, une fois déchirée, donc après avoir été empalées, la proie est déchirée, elles vont retirer leur proie et l'emmener au nid. Donc elles peuvent très bien l'empaler sans faire de garde-manger. Et c'est normal, puisqu'elles ne l'empalent pas pour faire un garde-manger, mais elles l'empalent pour pouvoir la déchirer la proie. Maintenant, si elles ont attrapé une très grosse proie, qu'elles ne sont pas capables de tout manger, qu'elles l'empalent, grâce au fait que la proie est empalée, elles peuvent manger facilement ce dont elles ont besoin, et puis le reste, il va rester là. Et elles peuvent très bien revenir plus tard ou le lendemain, manger ce qui reste, si jamais ça n'a pas été consommé par un autre animal, par exemple. Donc, le comportement de conserver leur proie pour plus tard ou pour le lendemain est un sous-produit d'un comportement qui est rendu nécessaire parce que la pygrièche n'a pas la morphologie parfaitement adaptée à consommer de la viande, comme le font les faucons et les aigles, par exemple. Et ça ouvre des questions sur l'intelligence des animaux et le développement des comportements intelligents. Empaler sa proie pour l'ouvrir, c'est intelligent. Mais les individus qui font ça maintenant, c'est pas eux qui l'ont inventé. Ils ont appris ça de leurs parents. De façon directe, ils ont observé leurs parents, ou de façon génétique. L'information est passée de façon héréditaire, je dirais. Par contre, le comportement en lui-même est intelligent. Et profiter de ce comportement pour conserver de la nourriture, c'est intelligent aussi. Eh bien, voilà mon annonce. C'est que je me suis remis à la publication de livres. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai publié des livres il y a une quinzaine d'années. J'ai publié 4 livres. Un guide sur les oiseaux du Maroc, un guide photographique. Un livre qui est la méthode formation ornitho pour identifier les oiseaux. Et 2 livres d'exercices, des cahiers d'exercices, si vous voulez, correspondant à la théorie apprise dans le livre de théorie, avec des oiseaux du nord de la France et de la Belgique pour le premier volume d'exercice, et à la région méditerranéenne pour le second volume d'exercice. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté ? Eh bien parce que mon éditeur, c'est pas en secret, l'éditeur étant marqué dessus, je ne révèle rien, Ouerich est un éditeur belge, et il manquait énormément d'ambition pour vendre ses livres en France, et quand j'ai commencé à faire des titres
comme les oiseaux de la région méditerranéenne. Il a dit qu'il n'investirait plus pour que les livres soient publiés. Et moi, je n'avais pas envie, à l'époque, d'investir moi-même pour publier de nouveaux titres, même si je les vendais pas mal et que je serais certainement rentré dans mes frais. J'estimais que ce n'était pas mon boulot, mais son boulot d'éditeur. Donc, on a arrêté là-dessus. Eh bien, j'ai un nouvel éditeur et je vais consacrer le mois de novembre à écrire un nouveau livre et si ça se passe bien, en écrire d'autres. Ça a une implication pour vous, pour la formation notamment. Je vous ai dit que je voulais continuer la formation, je vais la continuer, mais le rythme va nécessairement être ralenti, parce que je ne peux pas publier des pages, publier des leçons, publier des vidéos, publier des exercices et écrire un livre. Je ne suis pas en surhomme. Ce nouveau projet tombe assez bien, puisque je vous ai dit que au niveau financier, ça devenait extrêmement compliqué, même si certains d'entre vous m'aident, et je vous remercie. J'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus, parce que là, ça ne me permet pas de pérenniser mes projets de cette manière, et les livres permettront d'avoir une autre source de revenus. Et donc, on verra comment adapter 2024 avec ces nouvelles données. Je vais en parler petit à petit dans les vidéos qui viennent. Et puisque je vous parle de ma situation, je vais rajouter une petite information. Je vous ai dit que j'étais allé aux Philippines pour retrouver ma compagne Marinella, mais on avait beaucoup de problèmes administratifs. Les problèmes ne sont pas encore tous réglés, mais on commence à y voir plus clair. Et donc, elle est de nouveau aux Philippines et moi je suis en Malaisie. Je vais passer un mois complet à écrire mon livre depuis la Thaïlande. Je vais prendre un bus et aller en Thaïlande d'ici une dizaine de jours, où je vais m'installer pendant un mois dans un appartement pour écrire ce livre. Et puis je vais aux Philippines également pour passer les vacances de Noël avec Marinella. Pour elle, la fête de Noël notamment est assez importante et ça fait des années que nous n'avons plus passé ensemble. Si je me rappelle bien, c'est depuis 2017. Ceci dit, je vous l'ai dit dans cette vidéo, c'est un petit peu compliqué de rester aux Philippines parce que les logements sont assez chers et malheureusement, chez elle, c'est pas possible, c'est déjà très difficile pour elle et sa maman, mais avec une personne de plus, c'est vraiment trop petit. Et donc la solution que nous avons trouvée, puisqu'on n'a pas le budget pour voyager ensemble en attendant de régler les problèmes administratifs, c'est de passer cette fin d'année dans le jardin, chez sa maman, dans une tente. Marinella vient d'acheter la tente, et voici qu'elle vous montre. Elle a essayé de la monter pour voir si tout se passait bien, si tout le matériel était bien intact, puisqu'elle l'a acheté par correspondance, et tout a l'air de bien fonctionner. Je vais faire une vidéo spécifique, où je rentrerai dans plus de détails sur la manière dont je vois 2024, au moins le début d'année, qui dépendra de beaucoup de choses. Évidemment, le succès du livre, mais qui devrait être publié, si tout va bien, pour le printemps 2024. Vos dons, si on parvient à augmenter la cagnotte ou non. Et donc, les problèmes administratifs. On espère, peut-être, pouvoir enfin aller en Amérique centrale pour s'installer. Vous savez que c'est notre objectif, pour le mois de mars ou pour le mois d'avril. Mais tout dépend de certaines administrations. Je ne rentre plus ici dans les détails. Je vous renvoie vers la vidéo la plus récente sur ce sujet pour savoir de quoi on parle si jamais ça vous intéresse. Avant de terminer, je vous signale que j'ai fait une nouvelle page comparative grâce à un des membres de nos groupes qui m'a envoyé des photos de pie-grièche grise. J'ai pu faire une page comparative entre la pie-grièche grise et la pie-grièche méridionale. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux, sous la vidéo, sur le site internet. Comme d'habitude, je vous rappelle que mes publications sont très interactives. Si vous voulez participer en tant que bénévole ou en tant que donateur à notre projet, vous savez certainement où me contacter. Il y a aussi une image que j'ai créée récemment et que je mets un petit peu partout, qui vous permet de retrouver facilement mon compte Tipeee, notamment si vous voulez faire un don mensuel, mais ça marche aussi pour un don ponctuel, et l'adresse email de Marinella si vous voulez envoyer votre soutien via PayPal. À très bientôt avec la leçon 41 et les faucons. Je ne sais pas encore si je pourrai le faire la semaine prochaine, puisque j'ai déjà commencé à travailler sur le livre, ça prend beaucoup de temps,
J'ai prévu un mois complet au mois de novembre, mais j'aimerais bien avoir déjà débroussaillé le terrain pour travailler à pleine vitesse une fois que je suis installé pour ça. Profitez bien du mois de novembre qui, en Europe, est bien souvent passionnant pour les oiseaux, en particulier les oiseaux rares et les oiseaux qui viennent du nord.